Bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation. Merci de nous suivre à partir de chez vous, ici au Sénégal sur les réseaux sociaux et dans le monde par satellite sur ASTV. Mon invité c'est M. Abdou Fall. Abdou Fall, ancien ministre, ministre d'État, ministre de la Santé, vous êtes ministre de la Santé, ministre de la Communication, vous avez occupé des postes dans le gouvernement du président Wade. Vous êtes aussi un spécialiste du développement. Vous êtes surtout spécialiste dans l'enseignement des adultes. Abdou, merci d'être venu à Face à la Nation. Merci Khalil de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, la première question, enfin le premier sujet sur lequel nous allons discuter sera la situation actuelle de toutes les jeunesses africaines. On a l'impression d'être devant une espèce de crise de la jeunesse et nous avons en Afrique des cadres, des spécialistes qui sont capables de réfléchir sur cela. Et dans notre conversation, vous avez parlé de révolution. Alors, quel type de révolution faut-il faire pour cadrer la jeunesse? Peut-être pas cadrer, mais en tout cas pour utiliser la jeunesse à bon escient et la faire avancer vers le développement de nos pays. Bon, écoutez, c'est là un sujet fondamental de notre époque pour le continent africain, qui fait face à un défi démographique qui nous interpelle dans nos politiques de développement. Aujourd'hui, ces dernières années, nous avons connu un taux de croissance démographique qui est généralement dans nos différents pays supérieur au taux de croissance économique, ce qui crée de façon objective une situation de pauvreté, d'accroissement, développement de la pauvreté à l'échelle de nos sociétés. C'est là un sujet de fond. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Nations Unies ont décidé, en particulier le FUNEAP, de placer la question de ce qu'on appelle la capture du dividende démographique au cœur de nos politiques actuelles en matière de population. La capture du dividende démographique consiste à voir les stratégies à mettre en œuvre pour que cette jeunesse, si on prend le cas du Sénégal, le président de la République l'a dit récemment dans une réunion publique, nous avons la particularité d'avoir une population particulièrement jeune. D'abord, l'âge médian au Sénégal, c'est 20 ans. Et ensuite, nous avons 76% de la population du pays qui a moins de 35 ans. Donc aujourd'hui, on peut dire le peuple se confond, la jeunesse se confond avec le peuple. La nation, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Alors, donc, voilà les données objectives. Et c'est pourquoi les enjeux de développement passent nécessairement par la prise en compte et la réussite de nos politiques éducationnelles. Et c'est à ce niveau que, de façon générale, l'Afrique bute sur des difficultés à bâtir une politique éducationnelle qui donne la possibilité d'offrir à l'ensemble de la jeunesse du pays des niveaux culturels, techniques et scientifiques qui leur permettent justement de réussir ce qu'on appelle la capture du dividende démographique. Alors, ça suppose une révolution éducationnelle. Absolument. La révolution éducationnelle, dans le cas de notre pays, ce qu'il faut savoir, et c'est là une question de fond, sur laquelle d'ailleurs je trouve que nos chercheurs n'investissent pas suffisamment, l'Afrique présente la particularité d'être le seul continent au monde qui n'a pas hérité d'une écriture. À l'exception de l'Éthiopie, il y a eu des tentatives par-ci, par-là, mais partout ailleurs, à travers le continent, nous avons plus connu une tradition orale qu'une tradition écrite. L'accès au code écrit est le plus grand problème de l'Afrique. Au point que toutes nos élites ont été formées à travers des langues étrangères. Si tu prends le cas du Sénégal, soit c'est la langue de la colonisation, qui est la langue française, soit c'est la langue arabe, qui est la langue de l'islam, voilà, par lesquelles nos élites ont été formées. Autant ces langues sont aujourd'hui des éléments de notre patrimoine, mais autant, pour l'éducateur que je suis, la langue maternelle est irremplaçable pour l'accès aux connaissances et au savoir. Alors, comment aujourd'hui rattraper pour créer ce qu'on pourrait appeler un bilinguisme ou un multilinguisme qui permet à nos enfants de pouvoir bénéficier de l'apport de ces langues étrangères et en tout temps partant de leur potentiel propre
voilà, et culturelle, linguistique, voilà, et c'est là une question de fond que l'Afrique n'a pas encore transcendée. Et ça fait partie, à mon avis, des facteurs d'échec qui font qu'on investit beaucoup dans l'éducation, mais les rendements ne sont pas à la hauteur des investissements. La révolution éducationnelle, ne pensez-vous pas qu'elle doit passer par aussi une espèce d'adaptation de l'éducation, du système éducatif, Tout à fait. aux réalités du monde d'aujourd'hui? Absolument, absolument. Parce que nous avons plusieurs défis à relever. Le premier, je donne un exemple très simple. Le cas du Sénégal que je connais le mieux. Vous savez, au Sénégal, l'enseignant à l'école primaire doit 900 heures de cours à l'enfant par an, à la nation. Sur les 900 heures de cours, on peut considérer 50% du temps d'apprentissage est consacré à la maîtrise de la langue par laquelle on doit accéder au savoir, qui est une langue étrangère. De sorte que tous ceux qui ont des inaptitudes dans ce domaine sont d'emblée exclus du système. Contrairement à un enfant japonais qui fait 1300 heures de cours et qui apprend dans sa langue maternelle. Voilà, de fait, les choses très concrètes telles qu'elles se présentent. C'est pourquoi lorsqu'on pose le problème des langues, on ne le pose pas sur le rapport politique, idéologique. Non, on n'est pas dans la révolution. On est dans l'efficacité, dans le pragmatisme et dans les solutions. Voilà, dans les solutions. Premier problème. Donc, cette révolution éducationnelle passe, à mon avis, par cette révolution linguistique, qui n'est pas dans l'exclusion, mais qui est dans l'inclusion et l'intégration. On ne peut pas extraire les langues étrangères de notre monde, de notre univers culturel. C'est impossible. Mais il est temps que nos potentialités propres soient développées à travers nos langues et nos cultures, et tout en bénéficiant maintenant de l'apport des autres. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau que vous soulevez, mais c'est la question de ce qu'on pourrait appeler la sélection-orientation. Là aussi, pour être pragmatique, on prend le système suisse. Première règle, le matin, tout le monde en classe, l'après-midi, tout le monde en apprentissage. Premièrement. Donc, on développe autant les capacités cognitives que les capacités manuelles. Et là, on est dans un système d'alternance où on est dans la théorie et la pratique, dans le travail intellectuel et le travail manuel, dans l'enseignement et la production. Vous vous rendez compte, un jeune qui déjà, on lui donne au départ la possibilité de développer toutes ses potentialités. Et c'est pourquoi maintenant, à côté, on a un système de sélection-orientation qui permet que très tôt, on identifie chez chaque élève le domaine dans lequel il est bon. Si c'est la culture, si c'est le sport, si c'est les manuels, si c'est artistique, si c'est spirituel, quel que soit le domaine, on l'accompagne pour qu'il réussisse. Alors, à l'arrivée, c'est quoi? Vous avez 15% d'une classe d'âge, d'une cohorte qui va faire les universités, et 85% sont dans les filières professionnelles où ils gagnent leur vie à partir d'un métier, à partir d'une base, d'un minimum éducatif, culturel, qui leur permet après, lorsqu'ils le veulent, par des systèmes de passerelles, de faire des entrées et des sorties entre le monde du travail et le monde de l'Afrique. Mais voilà, c'est ça la supériorité du modèle anglo-saxon sur le nôtre. Alors, donc ce sont tous ces sujets sur lesquels, je pense, l'Afrique est interpellée. Et pour moi, cette révolution éducationnelle, elle est fondamentale. Personne ne peut réussir le développement d'une nation avec une majorité de la population qui est dans l'analphabétisme, ce qui est notre cas dans la plupart de nos pays. Si cette révolution éducationnelle tarde, pendant qu'elle tarde, nous voyons d'ailleurs que beaucoup de ces jeunes qui n'ont pas d'ouverture vont vers la migration africaine clandestine, vont aussi servir de chair à canon dans les petites révolutions islamo qui se développent. Voilà. Ils sont exposés à toutes sortes d'aventures. Voilà. De tentations. Et de tentations. Voilà le problème. Et c'est pourquoi cette révolution éducationnelle, elle est fondamentale. Et moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'au regard de l'acuité des problèmes, je pense que le chantier de l'éducation, de la formation dans nos pays doit être aujourd'hui élevé au rang de chantier présidentiel. Moi, je pense que c'est le président de la République, parce que quoi qu'on dise en Afrique francophone, on est dans des régimes présidentiels. Voilà, les grands chantiers sur lesquels il est possible de faire développer rapidement des effets de levier et de passer à l'échelle, on ne peut pas les réussir si
au niveau le plus élevé, on ne sont pas pris en charge. On ne peut pas, à mon avis, changer, réussir notre révolution éducationnelle si on continue dans ce face-à-face avec les syndicats, avec les autres catégories qui sont dans la... Non, c'est le moment de nous mettre ensemble, de nous mettre du même côté de la table pour poser le débat parce que l'avenir de nos pays en dépend. Sinon, il y a l'insécurité. Mais non seulement l'insécurité, non seulement la pauvreté qui est le lit de l'insécurité. Oui, voilà, c'est tout. Alors, donc voilà un peu les enjeux de ce débat. Par exemple, moi, pour le cas du Sénégal, je n'ai jamais cessé de dire, en tout cas c'est mon opinion, voilà, qu'on doit créer ici ce que j'appelle un conseil présidentiel pour l'éducation et la formation, voilà, qui doit se réunir tous les 2 ans avec tous les membres de la communauté éducative, le gouvernement, les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, les parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers pour qu'on développe les synergies, voilà, qui nous permettent de co-gérer le secteur dans la co-responsabilité. On ne peut plus continuer cette dialectique infernale entre syndicats, politiciens, États, ce n'est pas possible. C'est un secteur qui doit connaître une trêve plutôt, parce que l'avenir de nos nations en dépend. Et ça, c'est un point, n'est-ce pas, parmi ce qu'on peut appeler les 3 grandes révolutions à mener pour qu'on puisse avancer dans ce pays. Mais absolument. Alors, après l'éducation qui est la base, n'est-ce pas, qui est le point de départ, vous pensez toujours à la révolution industrielle. Énergétique d'abord. Avant ça. Bon, oui, d'accord. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. D'accord, bien c'est lié. On ne peut pas. Pour l'énergie, d'ailleurs, vous êtes nommé champion, n'est-ce pas, de l'énergie renouvelable. Oui, durable. Durable, pardon, voilà. Durable, par la CEDEAO, c'est ça. Oui. Hein? Et ça, c'est bien. C'est bien que quelqu'un comme vous, un cadre sénégalais, un ancien ministre, soit reconnu, après ses fonctions ministérielles, par une organisation sous-régionale. Tout à fait. Et qu'il puisse exercer sa pensée, ses réflexions sur des questions plus ouvertes. Alors, comment ça s'est passé, cette nomination? Bon, écoutez, d'abord, il faut savoir que c'est à partir des réussites du Sénégal. Ce que les gens ne savent pas, en fait, ce que souvent on ignore, c'est que nous avons réussi une révolution solaire remarquable. Et moi, j'ai été parmi les promoteurs de ces projets. Avec le soutien du chef de l'État qui en a fait un axe prioritaire de sa politique énergétique, parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le président Macky Sall s'est dit « Écoute, je veux avoir 30% au moins de mon mix énergétique constitué par de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre. » Et nous, on s'est engagé par des projets privés avec le capital national et le capital international, on s'est engagé à monter des projets que l'État a accompagnés. Et c'est dans ce cadre qu'on a créé, nous, ce qu'on a appelé le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, qui a été une organisation faîtière que nous avons montée pour que les problématiques du secteur soient posées, voilà, et que les conditions d'un dialogue permanent entre acteurs non étatiques et acteurs étatiques soient établies. Et c'est à partir de là qu'on a pu créer une dynamique qui, avec le concours de l'État, nous a permis aujourd'hui d'avoir plus de 30% d'énergie propre dans notre mix énergétique. Ah bon? C'est une performance presque mondiale. Ah oui. Mais pourquoi on n'en parle pas? Ah mais qu'est-ce que c'est? Mais on préfère parler de l'actualité, des questions politiques quotidiennes. Ouais. Or, le Sénégal a réussi ça. Et c'est en reconnaissance de ces performances du Sénégal et du rôle que j'y ai joué en tant qu'acteur du secteur privé, voilà, promoteur, et pour que la CEDEAO, l'organisme spécialisé de la CEDEAO qui s'occupe d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, a pensé que ce parcours méritait d'être valorisé afin qu'on puisse poursuivre, développer les plaidoyers qui permettent aux autres pays de s'inspirer de l'expérience du Sénégal pour se hisser aussi à ce niveau de promotion des énergies renouvelables. Donc voilà comment c'est arrivé. Et cette révolution... Donc, la révolution énergétique a commencé. Ah, elle a commencé. Elle a bien commencé au Sénégal. On l'a commencé. Et aujourd'hui, avec tous les programmes que nous avons, le Sénégal s'est fixé, deuxièmement, fort de ces résultats, le chef de l'État, le gouvernement a décidé de réussir le pari de l'accès universel à l'énergie à l'horizon 2025.
Alors que la perspective de la CEDEAO est de réussir ce pari à l'horizon 2030. Le Sénégal veut anticiper à partir de cette dynamique que nous avons créée pour qu'en 2025, qu'il n'existe plus un seul village du Sénégal où on n'a pas accès à l'énergie. Qu'est-ce qui est acquis actuellement et qui prévoit ça? On a aujourd'hui 54% d'électrification. Voilà. Mais en monde rural, avec des déséquilibres et des disparités. Une zone comme Dakar où on est presque à 100%, et une zone comme certaines régions périphériques et du centre du Sénégal, on en est parfois à moins de 30% d'accès à l'énergie. À 3% plutôt. 3%. 3%. Dans certaines zones telles que Malem-Odar, telles que Kédougou, voilà, certaines régions, certains départements de Kolda, dans le Médina Yoro-Fula, etc., les taux d'électrification sont très, très, très faibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le soleil. Mais justement, parce qu'on est resté dans le schéma classique. Oui. Voilà, de la fourniture de l'énergie par les moyens traditionnels. Voilà, la Sénélec qui étend le réseau et qui fournit de l'énergie, en général d'ailleurs avec des combustibles voilà, fossiles. Voilà. Alors, et c'est aujourd'hui, nous, notre combat, c'est de profiter de toutes les opportunités offertes par la révolution technologique qui s'est opérée dans le secteur de l'énergie, avec la maîtrise des énergies et des technologies solaires, dont les coûts ont connu une baisse aussi très drastique pour pouvoir faciliter l'accès de tous ces systèmes à travers des mini-grids, voilà, des mini-centrales sur des sites isolés, et à travers également des installations voilà, domestiques pour régler la question de l'énergie domestique et de l'énergie productive, parce qu'aujourd'hui, dans tous ces domaines-là, y compris dans la transformation des produits, nous avons suffisamment d'outils, suffisamment de matière pour pouvoir amener les citoyens progressivement à devenir autoproducteurs d'énergie. Voilà le combat aujourd'hui, et c'est ça le défi que nous, on doit relever, et c'est une de mes missions en tant que champion. Voilà, moi je préfère ambassadeur de bonne volonté, c'est plus à hauteur d'homme, tu vois. Alors, donc voilà, en tant que champion, c'est ça un peu le rôle d'impulsion que je dois jouer. Je dois avouer à ce niveau qu'il y a 3 projets majeurs sur lesquels la CEDEAO, l'ECRE, souhaite que nous, on s'investisse à partir du Sénégal. C'est la promotion des voitures électriques qui permet de lutter contre la pollution atmosphérique. Il faut savoir que Dakar est l'une des villes les plus polluées au monde. Deuxièmement, la promotion des lampes à basse consommation pour qu'on remplace toutes les lampes incandescentes par des lampes à basse consommation, ce qui permet non seulement d'améliorer la qualité du produit, mais également de réduire considérablement les coûts. Et le troisième projet, qui est un projet fondamental à mes yeux, c'est comment réussir ce qu'on appelle le nexus énergie, eau, électricité. Parce qu'il faut savoir, agriculture. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest est tributaire à 98% de l'eau pluviale pour notre production agricole. 98%. C'est seulement 2% de notre production qui s'est fait à partir de maîtrise de l'eau. Voilà. Alors, c'est d'exode de l'eau. Et c'est ça un peu ce rapport qu'on veut inverser. De la même manière qu'à l'école, on veut que 80% des élèves basculent vers les métiers et que les plus aptes pour les hautes études soient mis dans les conditions optimales pour le faire, de la même manière, nous souhaitons aussi que par les systèmes solaires, d'exode, avec des pompes solaires, qu'on opère une véritable révolution à l'échelle des exploitations familiales traditionnelles. Pour que chaque ménage puisse disposer d'une parcelle avec le système d'exode à sa portée, de manière à ce que la production puisse se faire en dehors des périodes hivernales. Comme ça, en hivernage ou pas, la production se poursuit. Et c'est ça qui permet de créer... Voilà, pas de rupture. C'est ça l'enjeu. Mais ces 3 aspects-là sont extrêmement importants. Et à vous entendre parler et en lisant les documents, on voit que nous sommes prêts vers une transition vers notre nouvelle nature de pays pétroliers. Oui, mais tout à fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tout se passe bien. C'est parfait. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous avons une chance colossale. Voilà. Nous sommes en train de changer de statut pour devenir pétrolier et gazier, à un moment où on maîtrise de plus en plus les technologies propres pour produire de l'énergie propre. Et l'avenir, c'est les énergies propres. C'est ça l'avenir. Et même les grands pays pétroliers évoluent de façon tous vers, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas même de la Chine, les réserves du Texas, voilà. Les réserves de sorte que nous, Texas, voilà, nous on a la chance, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai trouvé intéressant l'option du Sénégal, en plus de nos énergies renouvelables, de mettre l'accent sur l'utilisation du gaz. Le gaz, voilà, qui est beaucoup moins polluant que le pétrole. Et moi je pense qu'on peut se trouver dans une situation intéressante où nous on règle l'accès de on réussit notre accès universel par des énergies non polluantes et disposer de notre pétrole pour le commercialiser à travers le monde. Alors ça, ce serait magnifique pour nous. Et c'est à notre portée. Et vous aviez raison qu'il fallait passer par ce sujet pour accéder maintenant au sujet sur la révolution industrielle. Ouais. Parce que c'est lié. Mais c'est absolument. Lié. Parce que la révolution industrielle permet de réussir sur la transformation structurelle de notre économie, voilà, en développant l'industrialisation aux différents niveaux, voilà, par rapport au secteur primaire. Nous, notre pays, notre économie repose pour l'essentiel sur le secteur primaire, traditionnel. L'agriculture, l'élevage, la pêche. Mais on en est à un niveau d'exploitation encore très artisanal. Et si on arrive avec le solaire et avec la maîtrise des technologies solaires à promouvoir la production et la développer de façon exponentielle, si on l'accompagne de politiques de conservation et de transformation de ces produits, nous pourrons créer à travers le pays de véritables territoires où se développe une économie locale qui permet à la jeunesse de réussir sa vie sans quitter son terroir. C'est ça l'enjeu. Et on a toutes les potentialités et toutes les possibilités autour de nous. Et c'est ça le grand combat. Et je pense que c'est en combinant ces trois révolutions, éducationnelle, énergétique et industrielle, qu'on pourra placer résolument l'Afrique sur la rampe de lancement vers l'émergence et le développement. Vous avez été ministre de la Santé. Vous avez créé une association. On a créé avec Mme Nora Berra, ancienne ministre de la Santé de France, et qui a été aussi députée européenne. À la faveur de la Covid, là, voilà, on s'est dit, écoute, il fallait qu'on essaie de mettre en réseau, voilà, les anciens ministres pour qu'ensemble, qu'on puisse mobiliser toute l'expertise que nous avons dans notre pays et qui est souvent sous-utilisée, d'anciens professeurs, des médecins, dans la société civile, des acteurs qui peuvent apporter leur concours, pour qu'ensemble, on puisse accompagner les pouvoirs publics dans la prise en charge des questions de santé qui sont devenues aujourd'hui des questions centrales, qui sont même devenues des questions de sécurité, et, voilà, et qui impactent de façon aussi forte voilà, sur l'économie mondiale, au point d'entraîner des récessions et des crises qu'aucun pays n'est épargné. Et cette crise nous a révélé notre communauté de destin aujourd'hui. Nous avons toute l'humanité interpellée, ce qui doit justifier, à notre avis, vraiment le développement de stratégies d'inclusion, d'entente, de partage, pour aider d'abord au retour du multilatéralisme, moins d'égoïsme national, voilà, et que la communauté humaine se dresse pour faire face à ces défis, parce que l'expérience a montré, riche ou pas, pays riche ou pas, face à un tel défi, on a le même destin. Alors, voilà un peu l'enjeu de cette organisation qu'on a créée avec Mme Nora Berra et d'anciens ministres de la Santé africains qui s'appelle Union for Global Health. Union pour la santé globale. Alors, mais toutes ces idées que vous avez développées et toutes ces actions qui sont en train d'être menées au Sénégal, l'information ne passe pas, premièrement. Deuxièmement, les Sénégalais sont beaucoup plus concentrés sur les questions politiques, etc. etc. Est-ce que la démocratie du Sénégal, la liberté d'expression politique, n'est pas un frein aux belles idées? Quelque part, parce qu'en vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté, tout ça, ça intervient dans un contexte de crise, de crise économique aiguë, de façon générale, aggravée par des crises sociales, mais également
de crise du modèle démocratique. Parce que de plus en plus, on assiste à un phénomène nouveau. Les citoyens se reconnaissent de moins en moins dans la démocratie telle qu'elle marche, et elles se reconnaissent de moins en moins dans l'économie telle qu'elle fonctionne. Il est paradoxal que c'est au moment où le monde a la capacité de produire des richesses à des niveaux exponentiels que la pauvreté, l'exclusion et les discriminations fonctionnent de façon aussi radicale. Ce qui crée des colères populaires qui rendent... Qui aveuglent. Qui aveuglent, premièrement. Et deuxièmement, le modèle de démocratie représentative qui a accompagné toute la politique libérale après la Deuxième Guerre mondiale, voilà, ce modèle aussi, c'est comme s'il était arrivé à bout de souffle. Les citoyens se reconnaissent de moins en moins dans le fonctionnement du modèle démocratique. Ils ont l'impression que le pouvoir, on le confie à les gens qui le capturent pour en faire un usage, pas à leur service. Alors, c'est cette crise que le monde traverse. La démocratie, aujourd'hui, est en train de s'auto-dévorer. Voilà, quelque part. Ouais. Quelque part. J'aime bien votre formule. Par exemple, si on voit comment il y a eu les dérives sur le plan avec les médias, parce que les médias jouent un rôle capital dans un processus démocratique. Voilà. Aujourd'hui, les médias sont devenus un peu presque une force, voilà, autonome, qui développe, voilà, des modes de fonctionnement tels que, bon, voilà, voilà, ça vient, au lieu d'aider à résoudre les problèmes, ils participent à les compliquer davantage. Mais quand même, il y a un problème. Alors, il y a quelque chose que je voudrais un peu souligner, parce que, par exemple, dans un système comme le système américain, quand la nation est en danger, toute la presse se ligue derrière le gouvernement et évite, au nom de la liberté d'expression, d'informer l'ennemi. Absolument. C'est-à-dire que là, les médias sentent que quand les bombes vont tomber, ça ne va pas dire « Ah non, voilà, d'accord. » Mais malheureusement, nos sociétés n'ont pas encore atteint ce niveau de maturité dans la gestion de leur système démocratique. Parfois, c'est nous-mêmes, sans nous en rendre compte, qui affaiblissons notre nation sous prétexte de liberté. Et pendant ce temps, ceux qui viennent nous donner des leçons cachent tranquillement chez eux les perversions de leur propre système, le temps de s'en sortir. Alors, donc ça, c'est ça, un peu c'est la maladie infantile de notre démocratie qu'on vit dans nos pays et qui est encore liée, à mon avis, encore une fois. La question de l'éducation, de la formation des citoyens est fondamentale. Alors, aujourd'hui, au Sénégal, on peut dire, sans se tromper, qu'on est face à une crise de la formation, à une crise de l'éducation. C'est-à-dire que même ceux qui pratiquent des métiers assez libéraux n'ont pas les qualifications qu'il faut pour gérer ces métiers-là. Dans le domaine de la presse, par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup à faire. Et la nouvelle génération a besoin de formation. Tout à fait. Ah oui, ça c'est un débat de fond. C'est un débat de fond. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a évolué d'une presse d'information vers une presse d'opinion on est aujourd'hui à une presse de prise de position. De lobbying. Voilà. Et ensuite, et tout ça avec le développement des réseaux sociaux. Voilà. Le débat glisse de plus en plus de l'espace public pour entrer dans l'espace privé, voire même intime des citoyens. Et tout ça, c'est des formes de dérive sur lesquelles on n'a pas encore construit les outils de régulation. Et la particularité maintenant de la presse, tu vois, parce que dans un modèle démocratique qui correspond à notre idéal démocratique, c'est la presse qui doit créer en son propre sein ses propres mécanismes de régulation, ce qui n'est pas le cas. Alors, et là, on pousse quelque part le pouvoir politique à intervenir pour réguler, et s'il fait cette régulation, ça apparaît comme un recul des libertés. Alors voilà un peu le cercle vicieux dans lequel on est, au point que, bon, moi je pense que c'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se remette autour d'une table pour retravailler sur les termes d'un nouveau consensus. Je ne l'appellerai pas contrat social, mais d'un nouveau consensus qui permet de faire le point de notre modèle démocratique pour l'adapter à nos besoins de développement. Parce que tant que la régulation entre liberté et responsabilité n'est pas prise en charge,
le risque est qu'on arrive à des dérives qui finalement nous conduisent au chaos. Et c'est ça le grand défi aussi auquel nous devons faire face. Je vais revenir un peu sur cette préoccupation des libertés politiques d'expression et tout ça qui peuvent être des freins au grand plan de développement. Pensez-vous que, telles que vous les avez décrites, les situations que nous vivons aujourd'hui au Sénégal, elles vont avancer tranquillement vers la réussite? En tout cas, si on ne se remet pas en cause dans bien des domaines, nous risquons nous-mêmes de plomber nos chances de succès. On ne peut pas réussir le développement sans un minimum de stabilité, sans un minimum de consensus, qui suppose, dans des moments déterminés, que sur certains sujets majeurs, qu'on puisse organiser ce qu'on pourrait même appeler une trêve, le temps de provoquer les réformes pour ensuite voir comment faire demain. Voilà. Alors, moi, je trouve souvent curieux, lorsqu'on discute entre amis, voilà, je me rends compte que les gens disent, voilà, souvent, les seuls pays africains où vraiment les choses marchent, voilà, c'est des pays tels ou tels ou tels. Et curieusement, ce sont des pays qui ne sont pas dans le modèle démocratique que nous connaissons. Alors on dit, écoute, ça fait ce que vous voulez. Il faut qu'on sache ce que vous voulez. Soit vous êtes dans un régime autoritaire, parce que si vous-même qui êtes en démocratie, voilà, trouvez du mérite aux régimes autoritaires qui font des résultats, ça signifie qu'il y a un problème. Donc ça signifie, je suis de ceux qui pensent que notre idéal démocratique ne nous autorise pas à remettre en cause les principes démocratiques fondamentaux, mais pour moi, une liberté qui va sans une responsabilité correspondante, on n'est plus dans la démocratie. À cela s'ajoute maintenant un autre phénomène tout aussi curieux, on se le voit à chaque fois que des élections apparaissent, mais on est même en train d'évoluer de la démocratie vers l'égocratie. Aujourd'hui, chacun s'autoproclame leader avec un destin national. Mais écoute, on ne peut pas avoir 17 millions de présidents, on ne peut pas avoir 17 millions de ministres, de députés. Non. Alors tout ça, je pense que ça appelle qu'on puisse se retrouver pour remettre de l'ordre. Si on ne met pas de l'ordre dans ça, avec les crises sociales auxquelles on fait face, les crises sécuritaires qui sont à nos portes, nous risquons nous-mêmes d'être les artisans de notre propre chaos, ce qui serait dramatique. Alors que le Sénégal est un pays qui a, à mon avis, des atouts colossaux, tous les atouts en main, pour pouvoir réussir son décollage et son définitif et irréversible, mais à condition que certains réglages soient faits. Politique, voilà. Et sur le plan social et sur le plan politique. On a vu les assises nationales avant, ça c'était pour peut-être un but beaucoup plus précis, mais comment peut-on arriver à s'asseoir et trouver que bon, maintenant il faut s'arrêter un peu, arrêtons-nous, réfléchissons, on a un pays qui est en danger, à nos portes il y a des coups d'État, à nos portes il y a des tentatives de pénétration de forces islamistes, etc., fondamentalistes. Alors, comment peut-on arriver à amener tout le monde, justement, à être conscient de cela, et à s'asseoir pour discuter? Bon, je dois avouer, comme vous l'avez dit tantôt, bon, mon engagement militant, je le fais plus sur les sujets de développement, voilà, que dans la politique. Voilà pourquoi cette émission est axée sur, justement, voilà. Donc, mais si, malgré tout, j'ai pensé m'engager fortement auprès du président Macky Sall, c'est parce que j'ai trouvé aussi chez lui cette volonté de dialogue et d'ouverture. Vous savez, le Sénégal est très intéressant sous un certain rapport. Nous sommes le seul pays, à ma connaissance, où dans le cadre d'un régime présidentiel, le président de la République élu partage l'ensemble des autres institutions représentatives avec des alliés qui ne sont pas de son parti. Pour moi, c'est le signe d'une ouverture, c'est le signe d'un leadership fédérateur qui est une bonne indication et un bon modèle qui peut être intéressant à travers le monde. Je le pense, honnêtement. Deuxièmement, le président Macky Sall, élu à plus de 57%, sa première sortie, il appelle à un dialogue national pour dire, écoutez, nous sommes encore des pays qui devons faire face à des défis. Il faut que, en plus du fait majoritaire, qu'on crée les conditions d'un dialogue sur certains sujets, même si les gens doivent garder leur option de combat oppositionnel, etc. Moi, je pense que nous sommes en train d'expérimenter des modèles de gouvernance inclusive,
fondée sur une volonté de dialogue et sur la séparation de ce qui relève du fait majoritaire politique, la politique pour laquelle j'ai été, et ce qui relève également de ce qu'on pourrait appeler de biens qui transcendent les clivages partisans. Par exemple, lorsqu'il est question d'unité nationale, je pense que c'est là un sujet, qu'on soit opposition ou pas, on doit pouvoir faire bloc. Lorsque l'autorité de l'État peut être remise en cause, parce que comme on dit, nous ne faisons pas d'illusions, un État trop fort nous écrase, mais un État faible nous met en péril. Donc, le souci de sauvegarder de l'autorité et de la crédibilité là, nous tous devons la partager. Devons le partager. Sur des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, qui sont les deux mamelles de la société. La sécurité, il faut également qu'il y ait des consensus. Donc, c'est justement ce niveau de maturité qui permet de faire le départ entre les champs de compétition et d'autres sur lesquels on doit construire des consensus. Je pense que nous avons là quelque chose d'intéressant à inventer, et le projet politique du président Macky Sall en termes de gouvernance, je ne dis pas qu'il est parfait, la perfection n'est pas de ce monde, mais quand même donne de bonnes orientations qui méritent d'être approfondies et peut-être perfectionnées et peut-être même proposées comme modèle dans un contexte de gouvernance où aujourd'hui, partout, on est dans le clivant. On est dans les clivages partout, et des clivages stériles. Et souvent, de plus en plus d'ailleurs, basés sur des chocs d'ego que sur des visions. Vous pouvez rassembler 1000 partis, vous leur demandez quelle est la différence d'un point de vue doctrinal, idéologique avec votre adversaire, avec qui vous connaissez tous les jours, ils ne sont pas capables de te le dire. Vous voyez des gens qui se réclament du même courant politico-idéologique et qui sont dans un carnage fratricide. Donc c'est plus des querelles de personnes que des querelles de vision. Et ça, il faut qu'on évolue de ce point de vue-là. Nous avons assisté à la fin donc, du dialogue national. Est-ce que, en tant qu'expert, en tant que spécialiste et aussi en tant qu'acteur de développement, est-ce que vous voyez des signes qui montrent quand même la voie vers un Sénégal plus tranquille et qui va réussir ses plans? Ah oui, mais c'est ça le but. Voilà, et il faut que nous tous, on se mobilise pour l'atteindre. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas réussir le développement, parce que le développement suppose des réformes. Or, les réformes, on ne peut pas les réaliser si on n'est pas dans la stabilité, et s'il n'y a pas au minimum de consensus. Voilà. Le président Macky Sall a travaillé sur le consensus. Il a construit un bloc hégémonique qui fonctionne depuis 10 ans avec les principales forces politiques du pays, ce qui nous a garanti jusque-là d'une certaine stabilité institutionnelle qui a fait que ça, il faut le consolider. Premièrement. Et deuxièmement, maintenant, aller plus loin. Aller plus loin, c'est ce qu'on vient de dire. Moi, je fais partie de ceux qui font de grands espoirs sur les résultats de ce dialogue et l'exploitation que le moment venu, le président de la République, qui est maître de la décision en la matière, va en faire. Et nous qui sommes dans son camp, voilà, on ne manquera pas le moment venu de voir comment aider à ce que peut-être les recommandations, voilà, les plus pertinentes fassent l'objet d'une application. Maintenant, pour mon intérêt, ce dialogue renseigne un peu sur les formes de dérive que nous avons et de perversion de notre système démocratique. Il y a eu le dialogue politique et le dialogue national. Le dialogue politique est porté sur des questions électorales. Comment arriver à ce que les acteurs s'entendent sur un code électoral consensuel, revisiter le fichier électoral, quel mode de scrutin, etc. On a tellement parlé de ça que personne ne s'est intéressé au dialogue national. Le dialogue national, c'est sur les questions fondamentales. Quelles institutions pour demain? Aujourd'hui, le dialogue national nous fait entrer dans un nouveau cycle. Voilà. Là, on est dans une concertation qui transcende les clivages partisans, qui regroupe les acteurs politiques, la société civile, les organisations sociales, syndicales, les ONG, etc., pour réfléchir, voilà, et enregistrer la vision des uns et des autres sur les grands problèmes à enjeu de notre pays et de notre époque. Voilà. Et c'est ces résultats qu'on attend. Cette commission est en train, les commissions, je pense, ont pour l'essentiel bouclé leurs travaux. Ils en sont à l'élaboration des rapports et au terme de ce travail, les résultats du dialogue avec les recommandations qui en seront issues seront remis au chef de l'État qui aura maintenant à décider des éléments sur lesquels il va statuer. Mais nous avons remarqué la formation récente de plusieurs alliances
dans l'opposition. Est-ce que ces alliances ne vont pas remettre en cause les résultats, justement, du dialogue national? Ah non, du tout. Les alliances concernent les prochaines élections locales. Voilà. Le dialogue est derrière nous. Pour l'essentiel, les travaux ont été effectués et on en est au moment de finaliser les rapports avant de les soumettre au chef de l'État. Maintenant, il est normal que dans le cadre d'une démocratie multipartisane, à l'approche d'élections aussi importantes, qui sont des élections législatives qui vont préfigurer de ce qui va se passer après, les élections locales, de ce qui va se passer pour les législatives et les présidentielles, il est normal que les états-majors se travaillent chacun à se doter les meilleures chances de succès. Mais de ce point de vue, moi je pense que ce qui se passe est normal. Mais je reste rassuré quant à la possibilité, aux chances de la majorité de vraiment s'en sortir. Mais au sein de la majorité, il y a des problèmes. Hein. Ah oui, les questions d'investiture se posent, ce qui est normal dans les grands partis. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut partir du principe de la prime au sortant pour éviter le maximum de difficultés. Étant entendu qu'on est là sur une liste, voilà, le chef de la tête de liste est maire, donc le maire est connu déjà, voilà, et si pour la liste qui passe. Voilà. Donc, ça signifie que si on veut amoindrir les listes de difficultés, les risques de difficultés qui peuvent porter atteinte aux intérêts de la majorité, écoute, il faut bien qu'on trouve un mécanisme qui permet d'éviter autant que possible les soubresauts et les frustrations. Mais ça, c'est un travail interne qu'on est en train de faire, qui appelle une part de responsabilité de la part des acteurs, mais qui appelle aussi une part d'autorité pour l'appareil politique dirigeant. Voilà. Là, notre pays dans la sous-région, nous avons la Guinée-Bissau, nous avons le Cap-Vert, tranquille, une bonne démocratie. Nous avons la Gambie, donc des pays pas très équilibrés sur le plan social, politique. Nous avons le Mali, avec le coup d'État récent et justement les problèmes que les militaires ont pour diriger ce pays. Nous avons aussi la Guinée, avec ce coup d'État récent contre Alpha Condé. Et nous sommes presque un îlot de sûreté, de sécurité qui risque d'être menacé. Comment voyez-vous ça? Bon, moi, je pense que, d'abord, je trouve regrettable ce qui s'est passé en Guinée, que l'incapacité de la classe politique dans son ensemble à s'entendre, parce que c'est ça la particularité de la crise guinéenne. Le président Alpha Condé n'a jamais réussi à construire un minimum d'entente, voilà, de consensus avec la classe politique, ne s'entendent quasiment sur rien, ni sur la Constitution, ni sur la conception du modèle démocratique, ni etc. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, voilà, on est parti de coup de force à coup de force, et à l'arrivée, on en est à cette situation extrêmement malheureuse, voilà, que personne ne souhaite, mais qui est là. Alors, et ça nous interpelle. Ça nous interpelle d'autant plus que nous sommes dans la région, l'une des régions les plus vulnérables au monde, absolument. Le Sahel. Est-ce que les politiciens du Sénégal sont au courant de ça? Mais non, mais j'ai l'impression que les acteurs, de façon générale, ne prennent jamais en compte cette dimension de vulnérabilité que nous vivons sur le plan environnemental, les effets des chocs climatiques, le phénomène de désertification qui hypothèque dans une très large mesure nos possibilités de développement dans tous les domaines, le phénomène démographique dont on a parlé tout à l'heure, avec tout ce que ça charrie comme problème, et qui expose nos jeunes, voilà, à toutes sortes d'aventures, etc. Mais voilà un peu le contexte. Je ne suis pas en train de faire ce qu'on appelle du catastrophisme pour justifier le statu quo, mais ça, c'est la réalité. Voilà. Alors, donc, et si malgré tout ça, les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre sur un minimum, mais écoute, ça crée... N'a-t-on pas l'impression que le pouvoir, comme l'opposition, ne semble pas être tout à fait conscient de... Voilà, alors c'est ça qui a conduit un peu à ces situations désagréables. Moi, je suis par principe contre les coups d'État. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'à l'échelle de nos organisations internationales, communautaires, qu'il s'agisse de la CEDEAO, qu'il s'agisse de l'Union africaine, voire même des Nations unies, qu'on revoie les formes
voilà, autant dans le fond que dans la forme, la prise en charge de l'anticipation, des politiques d'anticipation qui nous évitent voilà, les situations. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Les coups d'État, on laisse les choses s'installer. Après, c'est le coup d'État. Après, on sort un communiqué pour dire, oui, on ne reconnaît pas le régime militaire, il faut qu'on retourne à une vie institutionnelle normale. C'est une même chanson. Voilà, et le résultat est le même. Donc, ça signifie que, en particulier, les pays de la CEDEAO, il est temps qu'on se retrouve entre nous pour que les États évoluent dans leur manière de gérer, d'anticiper, de prévenir et de gérer les crises. Là, c'est un débat de fond qui nous interpelle collectivement. Mais c'est l'occasion aussi, ça doit être l'occasion pour chaque pays vraiment de multiplier les occasions de réchange, de dialogue, tel que le Sénégal essaie de l'expérimenter. Et qui, quoi qu'on dise, nous permettent quand même de gérer globalement nos crises. On a vu les crises qu'on a traversées le mois de mars dernier, mais comment on a pu, par des mécanismes voilà, de médiation sociale, on est arrivé à les contenir. Voilà. Donc il faut qu'on s'appuie sur ça pour perfectionner ce modèle, pour ne plus être dans le traitement des crises, mais dans la prévention des crises. Et je pense que sur ce plan, le Sénégal est en train d'expérimenter des formules très intéressantes qui peuvent servir de base. Une dernière question très courte. Vous avez été ministre de la Communication, ministre de la Santé, vous avez occupé d'autres fonctions dans des organisations. Alors, est-ce que vous pensez que notre pays, sur le plan militaire, est en sécurité pour parer à tout ce qui risque de nous tomber dessus? Ah non, moi je pense que nous, on a la chance d'avoir une armée professionnelle, une armée aussi très loyale, voilà, et qui a, dans l'histoire, toujours su faire le départ, voilà, entre, voilà, ce qui se fait, doit se faire, et ce qui doit se faire, et ce qui ne doit pas se faire. Et ça, c'est un acquis extrêmement important. L'armée est prête à protéger le pays mais je le pense. Je le pense. Mais maintenant, on n'est jamais trop vigilant. Voilà. Je pense qu'il faut que, justement, qu'on travaille à résoudre les problèmes en amont pour nous éviter de devoir faire face à des situations où on soit nous-mêmes exposés. Jusque-là, Dieu merci, on y a échappé, voilà. Mais c'est là un domaine dans lequel je pense qu'il ne faut jamais être trop vigilant. On n'est jamais trop vigilant. Voilà. Et c'est pourquoi, encore une fois, le vrai combat, c'est l'effort que les acteurs politiques doivent faire pour trouver les bases d'un consensus minimal, mais c'est l'effort également d'évolution, dans l'évolution de la gouvernance collective de nos entités sous-régionales. Et de ce point de vue, la CEDEAO est interpellée au premier chef. Merci Abdou Fall. Merci d'avoir accepté de passer ces moments agréables avec nous. Merci. Vous reviendrez sur ce plateau, j'en suis convaincu. Avec plaisir. Parce que nous allons parler, nous reparlerons des perspectives du Sénégal. Absolument. Comment vous voyez le Sénégal dans 10 ans, par exemple? Avec plaisir. Merci. Donc, je précise que vous êtes un spécialiste de l'Andra Gouji. Alors, spécialisé en éducation des adultes. Voilà. Éducation des adultes. Voilà. C'est nécessaire parce que voilà. L'éducation est transversale. Voilà. Elle peut pas. Merci beaucoup, Abdou Fall. Merci. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Chers amis, nous étions avec Abdou Fall, ancien ministre d'État, ministre dans plusieurs gouvernements du Sénégal, aujourd'hui champion de la CEDEAO pour l'énergie durable, et aussi quelqu'un qui, depuis qu'il a quitté ses fonctions de ministre, travaille beaucoup sur comment trouver les techniques et les moyens de faire avancer notre pays, surtout dans le cadre de l'énergie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Face à la Nation. Au revoir.